qui l'ont pratiqué savent que l'enseignement peut devenir une passion. Encore faut-il que les conditions d'exercice soient favorables, pas trop d'élèves problématiques, classe juste assez peuplée, école relativement bien nantie, personnel d'encadrement et de soutien absolument pas résigné. Mais si cela est possible, le contraire l'est tout autant. D'où l'importance d'avoir une Josée Scalabrini bien active dans les instances pédagogiques et syndicales. On parle ici d'une femme de passion, élevée dans l'implication sociale. Fille, petite-fille et arrière-petite-fille de maîtresse d'école, comme on le disait à l'époque, Josée se déniche un poste à Mont-Laurier alors que l'accès à la profession est de plus en plus difficile. De fil en aiguille, elle s'y implique à fond, ce qui explique pourquoi elle devient tout naturellement présidente de son syndicat d'enseignants au tournant de l'an 2000. Cette responsabilité lui permet de côtoyer le bercail professoral de la CSQ, soit la Fédération des syndicats de l'enseignement, dont elle devient VP en 2008 et présidente en 2013. Affichant un bilan plus qu'enviable, Josée Scalabrini quitte ses fonctions après le Front commun de 2023. En voulant faire du syndicalisme autrement, elle a réussi à valoriser sa profession, à remettre au goût du jour la vie pédagogique et à diffuser une image positive d'un réseau scolaire sérieusement empêtré dans le fatras ministériel. Sa prochaine étape? Nul ne le sait, mais elle se considère de plus en plus comme étant en réserve de la République. À suivre. Bonjour, Madame Scalabrini. Ça nous fait grand plaisir que vous nous receviez chez vous pour qu'on puisse parler de votre parcours à titre de présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement, affiliée à la Centrale des syndicats du Québec, pour faire court la FSE-CSQ. Et nous allons donc essayer de refaire votre parcours. Je sais que vous avez pris votre retraite l'année dernière, mais on voudrait justement parcourir les années que vous avez passées. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir présidente de ce syndicat? Alors, commençons par le commencement. Vous êtes né, pas du tout où nous sommes dans le moment, vous êtes né quelque part dans les cantons de Besse. Saint-Edwidge, tout petit village, tout près de Quaticook, Okay. où ma famille est encore aujourd'hui. Donc, une grande fierté pour moi chaque fois que je parle de mon Saint-Edwidge natal, Oui. Saint-Edwidge de Clifton. Dans un monde où on était déjà près du milieu de l'enseignement, près du milieu syndical. Très près du milieu d'enseignement, très loin du milieu syndical. Ah oui? Mon père est un entrepreneur de machinerie lourde, Okay. où il n'a jamais vraiment été près du syndicat. Ma mère, ma grand-mère, une de mes arrière-grand-mères étaient des enseignantes. OK. Mais jamais impliquée au niveau syndical. Au départ, mes arrière-grand-mères et ma grand-mère, on n'en parlait pas. Ma mère était pas très impliquée au niveau syndical, mais j'avais une tante, la sœur de ma mère, qui, elle, était très impliquée et qui a dû avoir une petite influence sur elle. Donc, c'est venu normal d'aller étudier pour être enseignante, professeur. Aussi, il y a eu des détours. Comment ça s'est... Il y a juste nous deux, on est en confidence. Oui, personne ne nous écoute. Là. Personne ne nous écoute, donc je vais être très honnête et je vais vous dire c'est un accident. Un accident. C'est par accident que je me suis inscrit au bac en enseignement. Université Laval. Université Laval. Ici à Québec. Okay. J'étais convaincue que je m'étais inscrit au bac en théologie. Oh! Qui amenait à être animateur pastoral. OK, mais on n'est pas au même endroit du tout. Oui, là. parce que mon bac était un bac pour devenir enseignant de morale et d'enseignement religieux à l'époque. OK. Qui était 2 années en catéchèse, 1 année en pédagogie. Donc, quand je suis arrivée pour chercher mon horaire, je me suis rendu compte que je n'étais pas au bac en catéchèse, j'étais au bac en enseignement. Mais il y a des accidents qui font de très belles réussites. Je pense aussi, m'a amené à des endroits que j'avais seulement jamais imaginés. Okay. Et aujourd'hui, que je peux quand même être contente de ce parcours-là. Oui, absolument. Vous n'avez pas eu envie de dire « Oh, je suis pas au bon endroit, peut-être que je devrais... » ou vous êtes tout simplement, vous avez suivi le flow, comme on dit. Bien,
Moi, il y a des gens qui détestent cette expression-là, mais moi, je vais leur dire quand même, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. OK. Et quand je me suis retrouvée là, ça faisait rire ma mère, parce que ma mère avait toujours dit à ses 2 filles, on était 5 chez nous, dont 2 filles, 3 garçons, puis elle avait toujours dit aux filles, jamais en enseignement. Faites ce que vous voulez dans la vie, mais allez pas en enseignement. Elle avait trouvé ça difficile. Puis j'ai dit, j'avais pas dû comprendre la question, parce que je suis allée en enseignement, j'ai persévéré, et aujourd'hui, j'en suis fière. Je suis de l'ancien bac. Okay. Le nouveau bac est venu plus tard. Donc, moi, c'est un 3 ans au bac. OK. Et, mais est-ce qu'il y avait des stages à ce moment-là dans le programme? De tout petits stages. Je vous le dis, là, c'était vraiment de tout petits stages. Et très peu d'emplois. Je vous le dis tout de suite, là. Très peu d'emplois. Très peu d'emplois. Moi, je suis des années là où les gens qui ont terminé en même temps que moi, souvent, ne se plaçaient pas. J'ai des amis qui ont jamais enseigné, là, qui ont fait leur ils ont fait leur bac, qui ont fait leur stage. Et après ça, c'était trop long, embarqué sur des listes de rappel et tout ça, ils n'ont jamais enseigné. Moi, la vie a fait que on m'a offert un poste à Mont-Laurier, dans les Hautes-Laurentides, en période de grève. C'était en 1989. Okay. C'était en pleine négociation, donc j'ai commencé avec la grève. Est-ce que ça donne la piqûre syndicale, ça? Pas à ce moment-là. T'es tellement insécure, tu sais. Puis souvent, on va dire, les jeunes, ont peur du syndicat. Puis moi, je vous ai dit tantôt, j'avais pas été d'une famille qui était nécessairement très syndicaliste. Mm-hmm. Donc, pendant 5 semaines, le vendredi, je prends ma mère à Montréal, à l'hôpital. On s'en va à Saint-Edwidge. OK. Chez nous. Le dimanche, on repart, je laisse ma mère pour ses traitements. Elle était en radiothérapie 5 jours semaine à ce moment-là et je m'en vais à Mont-Laurier. Et c'est comme ça que se font mes 5 premières semaines d'enseignante. Là. Loin de ton monde d'études, de ta famille. Mais ça n'a pas du tout me marqué parce que 35 ans après, j'étais encore dans le milieu. Votre mère, est-ce que ça s'est bien passé, les traitements? Est-ce que ça... À ce moment-là, ça allait bien, mais elle est décédée quand même en 94, à 51 ans. Okay. Mais elle avait eu le temps de me donner de belles bases. Dans votre enfance, est-ce qu'il y a des choses que vous avez faites qui auraient pu dire « Ah oui, on voit qu'il y a peut-être un intérêt pour l'enseignement ou des activités parascolaires ou des choses dans le genre? » Dans mes loisirs, dans tout ce qui passait. Donc, de me diriger dans un milieu où c'est une mini-société, c'est un mini-groupe, c'était pas surprenant pour moi. On pourrait dire que ça vaut autant pour l'enseignement que pour le syndicalisme, ça. Vous allez voir qu'on ne pourra jamais dissocier tout au long de ma carrière la femme de l'enseignante, de la militante, de la syndicaliste. C'est pris ensemble, ça, et c'est ce qui a fait ce que je suis devenue, je pense. Est-ce que vous étiez impliqué, par exemple, quand vous étiez à secondaire, peut-être? J'étais dans tout. Dans tout, OK. Je pouvais être dans le théâtre, je pouvais être dans les sports, j'étais dans tout. Dans mon village, j'étais dans les loisirs, j'ai toujours été une fille impliquée. Ça a des racines, là, ça, donc. J'ai des parents qui ont toujours été impliqués. Okay. Moi, les modèles que j'ai, ma mère était dans tout, sur les comités de parents. Mm-hmm. Mon père était dans tout, dans son association de camionneurs, chez les optimistes, dans les Chevaliers de Colomb, dans la paroisse, dans le comité des loisirs. Ma mère aussi, là. Toutes ces étapes-là là, est passée par là. Je viens d'une famille où et le père et la mère se sont toujours beaucoup impliqués. Je pense que ça déteint en quelque part. Vous arrivez à Mont-Laurier. Là, vous connaissez très peu de gens. J'imagine, en tout cas, en arrivant. Comment on fait pour s'impliquer? Comment on fait pour s'intégrer? Puis là, en plus, vous voyagez des fins de semaine, vous restez pas là au tout début. Comment on arrive à s'impliquer dans un milieu quand même en région, là? Moi, je vais toujours dire que une école, c'est un milieu de vie. C'est une mini-société. Okay. Puis dans une mini-société, si tu as le malheur de trop parler, on te voit partout. Donc, j'étais pas différente de ce que j'étais. Je donnais mon opinion, je m'impliquais. Donc, ça a été rapidement, j'étais sur c'est moi qui s'occupais du comité d'école, d'étudiants. Okay. Je me suis ramassée au conseil d'établissement. Je me suis ramassée responsable de mon niveau. Parce que tu as souvent un responsable de niveau à chacun des secondaires. Je me suis ramassée chef de groupe dans mon département. Parce que plus on en a, plus les gens pensent que tu as de l'espace pour avoir des choses. Oui.
Puis on trouve ses compétences aussi d'organisation. Qu'on soit compétent ou pas, les gens nous voient un peu partout, puis on a d'être des gens qui sont capables d'en prendre, donc on en prenait. Mais j'aimais ça, je suis pas en train de me plaindre, là. J'aimais ça, j'aimais cette implication-là. Ça t'amène de l'information, ça t'amène de... T'es au courant du vécu, de ce qui se passe. Mont-Laurier, c'est pas aussi la ville d'origine du président de la autrefois CEQ, Yvon Charbonneau? Absolument. M. Charbonneau a été très présent, localement. Moi, quand j'arrive, je n'ai pas connu l'enseignant. On me dit que M. Charbonneau est originaire du milieu, qui a été très impliqué, mais il y a aussi, ne l'oublions pas, M. Bisaillon. Qu'est-ce que je connais? M. Bisaillon, qui a été président de la FSE bien avant moi. OK. Et il vient aussi de Mont-Laurier. Il venait de Maniwaki. Ah, pas loin. Mais oui, M. Charbonneau et M. Bisaillon sont des gens qui venaient de notre syndicat local. Là, vous enseignez... Je suis une enseignante du champ 14. De champ 14. Communément appelé professeur de morale et d'enseignement religieux. Et ça, les gens faisaient un saut chaque fois, parce qu'on m'imaginait souvent professeur d'éducation physique. On m'a souvent dit professeur de français. Puis non, j'étais un professeur de morale et d'enseignement religieux. Ça, c'est avant la réforme des programmes. Oui. Ça va ECR. Et vous avez enseigné cette matière-là pendant quelques années. Vous avez été éventuellement intéressé par le syndicat dans cette école-là. C'était l'école École polyvalente Saint-Joseph de Mont-Laurier. OK. Et non, j'étais pas intéressée par le syndicat. Je n'étais pas une fille du milieu syndical nécessairement. Comment vous a amené au syndicat? Les délégués. Okay. Qui voulaient que j'aille avec eux, surtout que... Tu vas être bonne. Me semble, je te verrais, là, parce que j'étais moins intéressée aussi parce que j'étais dans une école où il y avait eu des conflits avec le syndicat local. Okay. Et je suis pas une fille de conflit. Moi, j'étais ce qu'on appelait le pavillon, là où était le secondaire 1 et 2, et tu avais l'édifice central où tu avais le 3, 4, 5, la formation professionnelle et ainsi de suite. On s'était comme distancer un petit peu du syndicat local. Okay. Et il y a une réunion pour dire, on a des décisions à prendre par rapport au syndicat local. Le syndicat local veut qu'on se réimplique. Et les gens ont dit, Josée, tu devrais y aller. Tu sais, t'es jeune, t'as pas l'historique, pour toi, tu vas être plus objectif. Et j'avais répondu, ben, si telle personne est prête à m'accompagner, à m'aider, je vais y aller. Et je suis devenue, comme ça, responsable de secteur. Et c'est là qu'on a repris nos liens avec le syndicat local et que 5 ans plus tard, quand le président du syndicat local a quitté, ben on a dit, sans Josée, on te verrait là. Et c'est ce qui a amené mon cheminement. Quand on devient présidente de syndicat, comme on couvre 2 territoires, 2 très grands territoires, parce qu'il y avait la commission scolaire Pierre-Neveu, aujourd'hui devenue la commission, le centre de service scolaire Haute-Laurentide et la commission scolaire au Bois-d'Outaouais, aujourd'hui centre de service au Bois-d'Outaouais. Donc, c'est immense comme territoire. On est libéré à temps plein pour devenir président ou présidente de notre syndicat. OK. Vous êtes présidente du syndicat local pendant, là, on est en quelle année à peu près? En 2000. En 2000. Oui, avec la réforme. Ah, mais la réforme. OK. Et est-ce qu'on est dans un contexte de négociation à ce moment-là? C'est 2000, j'arrive pas à me souvenir. On vient de terminer une négociation. OK. En 2000, donc c'est l'application de le nouveau système qui nous arrive là, pour les élèves en difficulté. Là, c'est où on intègre les élèves en difficulté dans les classes régulières. C'est toute une autre façon de demander les services, c'est avec les paniers de services, c'est tout ce que vous voudrez là qui arriveront là après là. Mais c'est une grande réforme et toute une nouvelle réalité qui arrive dans nos classes. T'as déjà ta charge de travail qui arrive avec la réforme. T'as cette idée-là maintenant qu'on doit en faire plus pour l'intégration des élèves. Là. C'est beaucoup, beaucoup pour les enseignants au Québec dans les années 2000. Donc, c'est pas très bien reçu là, par le personnel enseignant. Je dirais même plus, c'est très mal reçu. C'est très mal reçu. Et moi, ça ne vient pas avec les ressources supplémentaires que ça prendrait. On nous dit que les ressources vont être là, mais les ressources ne viennent jamais. Et on vient nous imposer des choses. Il y a des gens qui ont employé beaucoup le terme des gourous. Là. Les gourous qui vont venir nous amener des choses, qui nous amènent des changements, tout ça.
Moi, j'ai toujours dit, si tu sais faire les choses avec respect, les gens vont te respecter. Si tu essaies d'imposer des choses sans expliquer, sans prendre le temps que les gens assimilent, sans prouver aux gens qu'il y a une bonne foi derrière ça, tu vas voir une révolte. Et qu'est-ce qu'on a vu avec la réforme qui s'en venait? Ça a été une révolte des enseignants. Ça a toujours mal été, là. On n'a jamais pu l'implanter comme elle aurait dû être implantée, cette réforme-là qui nous est arrivée dans le système en 2000, mais on n'a jamais donné les outils et les explications qui auraient dû être données. Aujourd'hui, tu as d'anciens conseillers pédagogiques qui vont dire, moi, je suis allé livrer aux enseignants ce qu'on me disait de livrer. Et là, tu as les gens qui est arrivés avec la réforme qui disent, non, c'est pas ça qu'on voulait attendre de la réforme. Tu vas parler de la réforme des années 2000, puis les gens vont dire, c'est quoi? C'est dur à cerner, là, tellement. C'est dur à cerner. Tout devait passer par les jeux. Tout devait passer par une façon d'amener l'élève à se prendre en main, tout ça, sans accompagnement. Mais si tu retournes à la base, c'est que c'était pas ça. C'est pas ça qu'aurait dû être la réforme comme telle. Mais elle a été mal amenée, elle a été mal expliquée. Les gens n'ont pas été respectés dans les changements qu'on aurait voulu amener et ça a amené là où ça a amené et ça a été un fiasco, cette réforme-là. Et on en subit encore les conséquences aujourd'hui. C'est quand même drôle que dans un monde de l'éducation, on déploie sans pédagogie, entre guillemets, une réforme alors qu'on aurait pu le faire en gérant le changement, en ayant une approche pédagogique juste dans l'application de la communication de cette réforme-là. On y va dans du mur à mur. On veut un changement, on change pour tout le monde. Au lieu d'amener les choses tranquillement, de laisser les choses se faire, de créer ce changement-là pour donner le goût. Non, on y allait dans du mur à mur pour tout le monde et c'est ce qui a mené à l'échec de cette réforme-là. Pour une Josée Scalabrini qui est sur le syndicat local, qui voit arriver ça et qui doit sans doute pas être trop d'accord avec la chose, est-ce que ça stimule quelque chose? Est-ce que ça vous encourage à des actions syndicales? Est-ce que ça vous amène à dire, OK, il y a une job à faire ici, là? C'était très gros, hein? Ouais. Ces années-là, c'est gros. Puis je peux vous dire que pour la jeune syndicaliste, là, c'est parfois décourageant. Parce qu'on demande aux enseignants de l'époque qui sont débordés par leur tâche de travail, là, d'être continuellement en mobilisation. Ouais. Tu leur demandes d'être en mobilisation parce qu'on vient de sortir d'une négociation nationale. Tu leur demandes d'être en mobilisation pour l'équité salariale. Pas si ça vous dit quelque chose, là, mais l'équité salariale, là, c'était pire qu'une négociation, là, où on demandait aux enseignants continuellement de se mobiliser puis de contrer ce qui devait arriver avec l'équité salariale parce qu'on disait les enseignants, c'est pas vrai qu'on est évalué à notre juste part. Okay? Est arrivé là-dedans l'implantation de la nouvelle réforme où on voulait contester des choses qui n'avaient pas de bon sens là, dans ce qu'on voulait nous faire faire, dans ce qu'on voulait nous imposer. Tout ce qui avait été journée pédagogique dans le passé. Puis ça, on s'entendra pas si je parle à certains dirigeants, des fois, des centres de services scolaires ou des directions d'école. Moi, je vais dire, une journée pédagogique, là, ça devrait être une journée qui appartient à l'enseignant pour préparer son matériel, pour planifier ce qui s'en vient, pour faire de la correction, pour prendre contact avec les parents. Se concerter avec les autres. Se concerter avec les autres. Mais c'est devenu, ces journées pédagogiques-là, là, que des réunions, mur à mur ou des formations. Que des formations, parce qu'il fallait former les gens à vivre cette nouvelle réforme-là. Donc, des gens sont déjà débordés. Des gens se sentent pas respectés, sentent qu'on vient leur imposer quelque chose d'en haut qui n'est pas parti de la base. Et en plus, tu leur coupes leur temps. Puis comme je dis, on passe notre temps à chercher des idées de mobilisation sur différents sujets, là. Ce qui a mené, moi, je vous dirais, de 2000 à 2015, là, un écœur en titre aigu des enseignants qui voulaient plus rien savoir du syndicat parce qu'il y avait le sentiment que le syndicat, c'est rien que là pour faire des mobilisations, c'est rien que là pour revendiquer, c'est juste là pour ne pas se faire aimer parce qu'on passait toujours pour des gens qui critiquaient. Donc, c'est des années qui sont très difficiles pour la représentation syndicale. Après un certain nombre d'années, là, vous allez un peu plus loin que le syndicat local. Déjà, moi, après 5 ans, présidente de mon syndicat local, je suis arrivée
au conseil exécutif de la FSE. Et j'ai été là quelques années. Et c'est en 2008 que je deviens vice-présidente de la FSE, vice-présidente à la vie professionnelle et pédagogique. OK. Qu'est-ce que c'est comme défi, ça? C'est quoi vos dossiers quotidiens dans une responsabilité comme ça? C'est immense parce que dans la tête des gens, quand tu parles d'un syndicat, là, un syndicat, c'est relations de travail. C'est négociation, c'est convention collective, salaire, application, règlement de conflit. Mais moi, j'ai toujours dit, il n'y a pas un enseignant au Québec qui s'endort le soir avec sa convention collective sur sa table de nuit. L'enseignant, là, quand il se couche, là, souvent, il est en train de penser, OK, mon élève a telle difficulté, comment je pourrais faire pour l'aider? Oh mon Dieu, dans le nouveau programme, là, j'ai ça à voir, par quel bout je vais prendre ça? Mon matériel n'est pas prêt pour ce que je veux faire demain. C'est ça, la vie d'un enseignant. Mais personne ne connaît ça. Les gens connaissent, je dirais, le syndicaliste traditionnel qui n'est pas dans la vie professionnelle et pédagogique. Donc, moi, j'ai à faire ressortir ça. Pourquoi on a le droit au syndicat de parler de tout ce qui encadre ta vie professionnelle, mais qui n'est pas dans la convention collective. Maintenant, toutes ces politiques-là, puis ces règlements-là, sont inclus. Il y a eu un changement dans les années 2000. Là. C'est aussi dans la convention collective. Qu'est-ce qui a amené à ce qu'on fasse ça? Des changements à la loi à un moment donné. Tu sais, c'était très décousu avant la convention collective, certains droits, certaines législatures. Et maintenant, il est écrit que on doit représenter un membre d'un syndicat à tous les niveaux quand il vit des choses au niveau de la société. Donc, c'est venu amener des syndicats à avoir beaucoup plus de gestion dans tout ce qui se passe autour d'un être humain quand il est associé à une vie syndicale que juste une convention collective. Et ça veut dire que quand vous négociez avec le gouvernement au niveau local ou au niveau national, ça veut dire qu'on a beaucoup plus de sujets à discuter. Ça veut dire que qu'est-ce qui s'est ajouté si on parle de choses concrètes? Ça aide à comprendre pourquoi, à un moment donné, une centrale syndicale va au-delà d'une négociation de convention collective. Tu sais, des fois, on va dire, oui, je paye pas un syndicat pour qu'il aille donner son opinion sur telle loi qui arrive dans la société ou telle autre loi qui se passe dans la vie, là, santé et sécurité au travail. Une centrale syndicale se mêle beaucoup de la vie d'une société. OK? Et ça s'explique parce que tout se tient dans une société. Et un jour, si un de nos membres est touché par un élément de la société, mais il va falloir le défendre aussi dans l'ensemble des lois qui viennent toucher à sa profession. OK. Et c'est le cas maintenant. Et c'est le cas maintenant. Vous êtes vice-présidente, votre mandat est sur la profession de l'enseignant, de l'enseignante. Et à un moment donné, vous dites, ça vous intéresse, ou quelqu'un dit, « Ah, Josée, vous seriez bonne pour être la présidente? » C'est comme ça que ça se passe? Des gens disent, « Josée, on le verrait comme présidente. » Puis Josée, elle se dit, « Non, Josée est très bien à la vice-présidence. » Josée, elle a trouvé sa place, là, puis elle n'est pas capable d'en donner plus. Là. C'est déjà le nombre d'heures que ça prend dans sa vie, ce que c'est devenu pour elle, la représentation nationale. Josée, elle dit, « Moi, je suis très bien à la vice-présidence. » Mais il y a des gens qui insistent un peu que Josée va réfléchir. Elle réfléchit beaucoup, puis elle revient, puis elle dit, je veux faire du syndicalisme autrement. Deuxièmement, je veux faire mieux connaître la vie professionnelle et pédagogique. Je veux que ça devienne au cœur de la fédération. Puis troisièmement, je veux mieux faire connaître le réseau scolaire. C'était mes 3 grandes priorités. Vous êtes assis dans la chaise de la présidence de la FSE-CSQ. C'est quoi les premiers dossiers que vous attaquez pour répondre à ces objectifs-là? On attaque tout de tous côtés. Tout en même temps. Mais on ne fait pas ça seul. OK. J'ai eu la chance et le privilège de travailler avec une équipe extraordinaire où on a été capable de bien développer toute notre direction de la vie professionnelle et pédagogique.
La chose qui me faisait le plus plaisir, là, c'est quand un enseignant me disait « Josée, je t'ai entendu en entrevue samedi à Salut Bonjour ou à Radio-Canada. » Puis j'avais l'impression que c'était moi qui parlais. Bien ça, si j'ai été capable de le faire, c'est parce que j'étais sur le terrain. Oui, c'est parce que j'étais avec mes enseignants, parce que ça faisait plusieurs années que je n'étais pas enseignée. Ouais. Et pour qu'un enseignant soit capable de dire « Josée, merci, tu me représentes bien », mais c'est parce que j'étais branchée sur cet enseignant-là. C'est que vous avez parcouru le Québec, parce que... Continuellement. Ça, c'est... C'est immense. C'est partout. Il nous manque l'île de Montréal. C'est ce que j'avais dit. Il nous manque l'île de Montréal, une petite partie de l'Outaouais et une toute petite partie à la sortie de l'Estrie, que je dirais. Mais pour le reste, là, on est partout au Québec. Et ça, le fait de me faire dire « Josée... » Tu me représentes. Je me reconnais dans ton discours, je me reconnais dans tes exemples, mais c'est parce que j'étais restée branchée sur eux autres. Et ça, c'est grâce à ce qu'on avait développé avec la vie professionnelle et pédagogique.